Alors, on va avoir cet après-midi 4 panélistes, je ne sais pas si on peut dire ça en français, c'est un néologisme, qui sont d'abord les deux qui ont bien voulu écrire un texte dans le catalogue que nous avons publié à l'occasion de l'exposition sur ce fétichisme, que nous avons ici encore sur les murs pendant une semaine, ça se termine le 24 janvier. Et nous avons d'abord Marc Denadieu, qui est conservateur en chef au musée de l'Élysée à Lausanne. Nous avons également Magali Nachtergael, qui, elle, enseigne et chercheuse à la fois en littérature et en art, en esthétique. Et également Corinne Rondeau, qui est également enseignante, universitaire, chercheuse. Non? Si tu as quelque chose à ajouter, je t'en prie. Si c'est en complet, n'hésite pas. Et Bruno Dubreuil, également enseignant, et qui a attiré mon attention il y a quelques années parce qu'il fut l'un des rares, Magali l'avait fait aussi avant lui, ou à peu près dans les mêmes eaux, à traiter la question de ce qui est aujourd'hui maintenant un terme assez rebattu depuis les rencontres d'art, à savoir la photographie brute. Mais là, le propos, évidemment, on va aborder ces questions-là, mais ce qui m'intéressait en premier lieu, c'était d'essayer de voir quelles analogies ou quelles parentés par nature on pouvait faire, à la fois entre on va dire, la pratique du fétichisme, si tant est que ce soit une pratique, et celle de l'art brut, et avec ce syllogisme un peu audacieux, mais qui est probablement très incomplet ou un peu grossier, et qui nous permet à la fois de dire que d'un côté, c'est la mise en œuvre d'une mythologie individuelle, de l'autre côté, c'est la mise en forme d'une mythologie individuelle, et est-ce que cette mise en œuvre et cette mise en forme font qu'il y a une parenté de nature? C'est une des questions, en tout cas, qui m'intéresse, c'est pas la seule. Je sais qu'à travers vos textes, vous avez abordé d'autres questions, la question du scopique ou de l'obsession, de la répétition, et je pense que chacun, avec son propre parcours, va essayer de nous éclairer sur la manière dont on peut découvrir ce type d'œuvre, c'est-à-dire quelle est la part d'artification aussi qu'il y a dans un objet qui n'était pas a priori destiné à être sur les murs d'une galerie et encore moins soumis à l'attention et la prédation d'autres que celui qui les a produits. Donc je vais donner la parole à Corinne, la Carole, la parole à Corinne, qui va essayer d'animer cette discussion qui s'avère forcément passionnante. Bien sûr. Merci. Merci Christian. Alors j'ai quand même pour le début, en petite forme de prologue, une pensée pour les musées qui restent fermés. Une pensée pour les musées parce qu'ils conservent toute la fragilité de l'homme, à savoir ses créations. Donc j'ai une pensée pour ça, et puis je suis très heureuse finalement que tu n'aies pas rompu tes initiatives et ces tables rondes. Donc je suis très heureuse de toutes ces initiatives qui se font aujourd'hui dans le Marais et ailleurs, afin de nous rappeler que quand même l'art, c'est la possibilité d'une rencontre avec ce qui nous est étranger, et je crois que c'est une rencontre essentielle. Donc effectivement, tu as présenté les 3 invités et les 2 auteurs du catalogue. Je ne les représente pas, sauf pour dire que tous les 3 tournent autour quand même beaucoup de la photographie, notamment parce que Magali Nachtergael, je le prononce mal, mais c'est une habitude, a écrit en 2012 les mythologies individuelles, récits de soi et photographies au XXe siècle. Le texte dans le catalogue s'appelle Collants et répétitions, qui donne déjà un aperçu de ce qui est autour de nous. Marc, donc, est conservateur d'Onadieu et conservateur en chef au musée de l'Élysée, qui est un musée dédié à Lausanne, dédié à la photographie. Il a été aussi conservateur responsable de l'art contemporain au LAM, à Villeneuve-d'Ascq. Et Bruno Dubreuil, dont tu l'as dit, qui était non seulement enseignant en photographie, mais aussi, on peut découvrir son blog, Bien voir, dans lequel on a quelques articles, effectivement, pas autour de l'art brut, mais de la photographie en général. Donc on peut aller vous lire aussi à cet endroit-là. Donc le fétichisme anatomie d'une mythologie, c'est le titre de l'exposition qui nous réunit aujourd'hui. Peut-être un petit rappel aussi concernant la photographie et
et l'art brut. La photographie et l'art brut, on peut dire que c'est Harald Zeeman, et Magali a travaillé sur Harald Zeeman et peut-être elle va nous en parler. Harald Zeeman a été celui qui, par la porte de l'art contemporain, a fait entrer la photographie brute dans le champ de l'art, à travers cette notion mythologie brute, mythologie individuelle, dont il disait que c'était créer une ouverture. A priori, c'était effectif. La deuxième chose, on peut dire que la première exposition de photographie d'art brut a eu lieu à San Francisco autour de 2005, sous la houlette de feu, puisqu'il est décédé en 2019, Roger Cardinal, britannique de nationalité. Et puis on a eu en 2019, on le rappelait Magali dans votre texte du catalogue, la grosse exposition énorme de 500 œuvres de Bruno Decharme, collectionneur d'art brut et de photographe d'art brut, qui est à la fois méritante pour cette collection, en même temps problématique, puisqu'en fait toutes les œuvres étaient liées à une sorte de labyrinthe interprétatif, mais n'étaient pas regroupées, on peut dire, sous des formes de pratiques, parce que l'art brut a aussi des pratiques. Donc c'est vrai que quand même, cette collection de Bruno Decharme a ouvert très largement le champ d'une réflexion et d'une inscription de l'art brut et de la photographie d'art brut. Puisqu'il a aussi, et c'est le cas de ce qu'il nous dit aujourd'hui, cette question de l'amateurisme, puisqu'on peut peut-être, et nos invités le diront, considérer ces photographies comme des photographies d'amateurs, et dans le cadre d'expositions à art, on avait des affaires privées qui juxtaposaient ou qui jouxtaient ou qui cohabitaient avec tout un environnement de délire ou de conjuration du réel du côté de la psyché, la psychose, etc. Et cette question de la pratique, je pense que c'est ça aussi qu'il faut peut-être ouvrir du point de vue du fétichisme, puisque c'est le titre de l'exposition, et on va en parler. On peut le voir puisque Miroslav Tichy a été le premier, et c'est Zeeman qui fait rentrer Tichy dans la photographie, dans l'art contemporain. Et on voit bien que c'est deux pratiques différentes. Tichy, c'est des scènes de nus féminins qu'il vole dans la rue de femmes dénudées, de manière majoritaire. Et puis ici, vous avez des cadres très serrés, plutôt nets, la photographie, et qui sont des genoux croisés en général, de manière majoritaire, et gainés. Donc on voit que la photographie, c'est pas que le support, c'est aussi se saisir d'un outil pour justement développer une certaine forme de vision. Et on peut dire que les artistes d'art contemporains aussi produisent de la vision, comme au même titre qu'un autre artiste. Alors, Magali Marsteninger, vous avez évoqué donc dans votre texte du catalogue que l'art brut et la photographie est synonyme de voyeurisme. Souvent, on considère qu'il s'agit de voyeurisme. Alors, à votre avis, d'abord, qu'est-ce qui autorise ce jugement? Et comment Harald Zeeman avait-il considéré le travail de Miroslav Tichy pour le faire entrer en contemporain? Alors, merci beaucoup de cette invitation et de nous permettre de nous rencontrer, parce que c'est vraiment un moment précieux en ce moment, et de discuter aussi de cette série qui est étrange, qu'on a tous découvert. En fait, là où ce qui est bien, c'est qu'on est sur un pied d'égalité, c'est que c'est pas un auteur ou un artiste qui a une histoire pesante. Là, au contraire, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien, et c'est nous qui la construisons. Donc on est vraiment dans un moment assez particulier de la création artistique. C'est le moment où une communauté décide qu'un ensemble est une œuvre. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de très important auquel on participe, nous, aujourd'hui, là, en faisant acte de légitimation, en parlant. Zeeman, il avait une démarche exactement similaire d'intégration, on pourrait dire d'inclusivité, de faire entrer dans le champ de l'art, alors de sa légitimité, directeur de la Kunsthal, responsable de la Documenta 5 en 1972. Documenta qui est devenu mythique pour plusieurs raisons, parce que lui-même devient un petit peu le commissaire-auteur, donc il commence à montrer que cet acte d'appropriation au sein d'un ensemble d'expositions, c'est aussi un acte de création, et qu'on a un double jeu de création, celui du créateur et celui qui reconnaît la création.
Et bien sûr, la compagnie de l'art brut, ça existe depuis plusieurs années. Il n'associe pas tout à fait dans le même endroit art brut et art contemporain, mais en tout cas, il va créer des passerelles très nettes à partir de cette notion de mythologie individuelle. Et d'ailleurs, dans un texte que j'avais écrit en 2013, autour justement de la collection du LAM, la collection d'art brut du musée de Lille Villeneuve d'Ascq, c'est que cette appropriation, elle se fait sur le mode d'une mythologie individuelle qui est avant tout pour Zeman un musée des obsessions. Et il y a une divergence entre la façon dont on reçoit en France et en Allemagne la notion de mythologie individuelle. Il faut se souvenir que Zeman il est suisse et donc il a cette double culture franco-germanique, on va dire en tout cas francophone et germanique, que d'un côté pour nous mythologie, c'est Roland Barthes quand même, donc c'est les médias essentiellement, c'est la construction d'une image médiatique. Donc on comprend que la photographie est centrale dans cette opération, mais pour Zeman, la mythologie individuelle, c'est vraiment l'histoire fantasmatique, fantasmagorique, qui fait rejoindre des mythes comme ceux de Parsifal, des Nibelungen, enfin vraiment des mythologies presque qui dépassent très largement l'individu. Donc Zeman va mélanger un petit peu ces deux éléments dans la Documenta 5, mais sans vraiment les fixer. Et c'est ça aussi qui est généralement un coup de génie artistique de la part de Zeman, c'est qu'il met les choses ensemble, en commun, et après c'est la critique qui élabore par-dessus et qui reconnaît que oui, il y a des jonctions, oui, il y a des liens. Il fait venir des gens comme Christian Boltanski, Jean Le Gall, Annette Messager, qui ont des pratiques inspirées de l'art brut. Ils s'inscrivent dans ces mythologies individuelles et tout d'un coup, ils créent les conditions favorables à la réception, il me semble, de cette intégration. Donc, c'est pas seulement une désignation en disant « bon, maintenant je vais mettre tel artiste dans cet endroit et comme ça, paf, je légitime », c'est qu'il va en fait créer aussi des conditions de rencontre, de compréhension tout d'un coup, d'un état de l'art et d'une nouvelle possibilité de se réapproprier effectivement des pratiques, ce que les artistes des mythologies individuelles côté français faisaient, et qui cohabitent avec aussi des pratiques en Suisse, qu'on a pu voir chez Joseph Beuys aussi, qui peuvent être par moments assimilés à ça, et qui ont permis en fait de réviser à la fois ce que pouvait être une pratique photographique, une pratique amateur. Bon, évidemment, ça pose beaucoup de questions, je ne les traite pas toutes. En tout cas, on voit qu'il fournit en fait un cadre de réflexion qui va être beaucoup plus ouvert et qui va permettre cette intégration de Tichy, de Wölfli et aussi donc des histoires qui vont venir se tisser autour de productions qui, en fait, plastiquement, n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres. Enfin, je veux dire, au point de vue formel. Voilà, ça va être effectivement le moment où Zeman fait un peu bit of magic sur cette documenta et que ça prend vraiment à la fois dans le discours critique et dans la réception de cet ensemble. Alors, je poursuis puisque Magali a soulevé la question de l'anonyme, puisqu'il s'agit effectivement d'un fonds anonyme qui est passé de main en main pour arriver jusqu'ici, de 1996 à 2006. L'auteur de ces photographies aurait disparu, ce serait mis fin à ses jours après le décès de sa maman, s'il aurait vécu dans la région parisienne, donc c'est le peu d'informations qu'on a sur lui. Mais Marc Donadieu, donc ça c'est le travail, et c'est vraiment un travail, je veux dire, il y a des centaines, plusieurs centaines de tirages, plus ce qui n'est pas exposé ici, à savoir des collants, puisque lui-même essayait ces collants. Alors, ce travail d'anonyme, cette endurance, cette insistance à photographier des genoux de femmes croisées et pas que, en quoi la charge de ce travail est-il fétichiste? Comment on pourrait définir le titre même de l'exposition et ce type de photographie est-ce que c'est le cadre serré qui est tout le temps en train de chercher sans profondeur ces genoux qu'on voit sans arrêt? Qu'est-ce que c'est qui définirait donc
le fétichisme, mais aussi, et je crois que c'est aussi dans votre texte, quel est le rapport entre la photographie et le fétichisme, qui est aussi une question que se pose avec beaucoup d'intérêt Christian Berst. Alors, on en a beaucoup discuté avec Christian au tout début quand il m'a, et je le remercie vivement, commandé ce texte. C'est que pour moi, c'est pas du fétichisme et qu'il n'y a pas de photographie brute. Alors, c'était vraiment un problème parce que je lui dis, tu sais, nous ne sommes pas d'accord, mais ce qui n'est pas grave en soi. Je serais plutôt en Schiller d'Harald Zeman, c'est de dire que c'est une obsession. Voilà. Je suis d'accord pour dire que la photographie, elle est toujours liée à du voyeurisme. Quand on prend une photo, on est forcément dans une posture de voyeurisme, et quand on est photographié, et qu'on le sait, on est toujours dans une posture d'exhibitionniste. Mais en disant ça, je pense qu'on ne dit rien. Par contre, ce qui m'intéresse, moi, dans ce fond, et je rejoins Magali, dire c'est un fond sur lequel on ne connaît rien, on ne veut rien nous dire. C'est pour ça que pour moi, ce n'est pas des photographies anonymes, mais des photographies dont l'auteur est non identifié ou non identifiable, parce qu'on ne veut pas qu'on l'identifie, mais il y a bien quelqu'un, il y a bien une personne qui a pris les photos, dont on nous transmet le minimum, à tort ou à raison, mais il y a bien un individu qu'on peut nommer, qu'il faut nommer, donc il n'est pas anonyme, mais qu'on ne peut pas identifier. Pour moi, il y a une différence entre anonyme et identifié. Et donc, je pense que c'est une démarche photographique obsessionnelle. Et encore, en suivant Harald Zeman, je pense qu'Harald Zeman, à travers le concept de mythologie individuelle, c'est un des premiers à avoir structuré sur des plans différents l'idée que c'est faire de sa vie une œuvre. Ça, je crois que c'est très important. Alors évidemment, il y a Marcel Duchamp, etc., mais c'est le premier qui a dit toutes les personnes. Et même si Harald Zeman est de Berne, il était très proche des Zurichois, comme Dieter Roth, il connaissait aussi très bien Tinguely, bien sûr, mais aussi Robert Filliou. Et c'est cette idée, en effet, que si on fait de sa vie une œuvre, on est artiste. Quel que soit le parcours d'où on vient, où l'on va, pourquoi on fait les choses, à partir du moment où voilà, on consacre sa vie à une œuvre quelle qu'elle soit, ça compte. Voilà. On ne peut pas tout d'un coup ignorer ou faire semblant de ne pas voir. Et là, on est en effet en face d'un corpus qui est constitué, qui pour moi est presque encyclopédique, parce que ce qu'il faut dire, c'est que ces gens croisés gainés, ils les photographient dans la rue, ils les photographient à la télévision, ils les photographient dans la magazine, donc on a vraiment l'idée d'un atlas, d'une nomenclature, et que pour lui, photographier dans un écran de télévision ou un magazine ou dans le réel, c'est pareil. Donc c'est là où c'est très différent par rapport à Tichy ou même par rapport à Molinier, c'est l'idée que la source ou le médium importe peu, que ça soit vrai, que ça soit une diffusion, une reproduction, tout est équivalent, c'est cette idée de se projeter dans un autrui qui pour moi, c'est mon interprétation, qui veut atteindre, qui est savoir ce que c'est de porter des collants. Voilà. C'est-à-dire que, et ce qui est étonnant aussi, ce qui m'a beaucoup surpris et intéressé, c'est que justement, il y a du sexuel, mais pas du sexuel. Voilà. Et c'est pour ça que moi, j'étais pas forcément d'accord avec le terme fétichiste, au sens de bataille, enfin au sens surréaliste de bataille, c'est que là, les bas ne sont pas un transfert d'un acte sexuel. Pour moi, ces photographies de bas sont comme le pavé pour Proust. C'est un déclencheur de quelque chose qui est quelque chose de très profond, qui le concerne, mais qui n'est pas du tout du voyeurisme au sens habituel du terme, mais qui est l'œil qui va vers quelque chose qu'on veut attraper et in fine qui va faire parce que il va acheter les bas et il va à ce moment-là avoir cette expérience de ce qu'il reproduit. Bon, on peut supposer, tout interprétatif, en tout cas on a retrouvé des bas et on a ce mur
dans lequel on sait que c'est notre personne, qui a porté les bas, dans lequel on voit quasiment jamais le sexe, donc ce qui dit quand même quelque chose, qui est donc, je pense que c'est pas le sexe et l'acte sexuel qui l'intéresse, mais pour moi bien cette physicalité du bas, comme dans La mariée était en noir de François Truffaut, où les personnes, entre Jean-Claude Brialy et Claude Rich, ils parlent simplement du son du bas, comme si mettre des bas, c'est faire par exemple l'expérience d'une sonorité. Alors évidemment chez lui on ne sait pas si c'est au point de vue du gainage, du son ou d'autres choses, mais pour moi c'est cet ordre de la sensation qui m'intéresse. C'est peut-être les... Voilà. Alors la sensation du bas. Alors on va y revenir quand même d'une autre manière, mais pour continuer un peu, pour mettre des mots, hein, quand même, fétichisme, voyeurisme, art brut, photographie, on va continuer avec Bruno Dubreuil concernant cette exposition qu'il y avait eu sur l'art brut de Ducharme, mais c'est pas pour en parler du tout hein, que je l'évoque, c'est parce que ça a été pour nous quand même une grande description de la photographie brute dans le champ de l'art en France. Et donc pourquoi finalement la photographie brute a mis tant de temps à arriver dans l'art brut et s'est-elle définie comme une forme à part entière de l'art brut et je dirais même, faut-il qu'il y ait une déviance pour que ça intègre l'art brut? C'est une belle question. Alors, j'aurais une réaction à ce qu'elle dit Marc, mais on peut la garder pour tout à l'heure, peut-être. Oui, parce qu'il va falloir aborder avec beaucoup de force. Ce que je sais, c'est qu'au moment où, il y a quelques années, j'arrive pas à dire 6 ans, 7 ans, peut-être j'ai écrit cet article sur la photo brute. La rédactrice en chef du blog sur lequel j'écrivais à l'époque me dit ça va intéresser personne, ce truc-là. Donc on part un petit peu avec quelque chose qui n'est pas identifié du tout et qui ne semble même pas avoir un champ de réception en fait. Dans quelle année ça à peu près? Je dirais 2014, 2015, quelque chose comme ça peut-être, donc c'est pas vieux. Ça veut dire que le milieu de la photographie, et ça c'est vraiment très fortement posé, ne s'intéressait pas du tout à quelque chose comme ça. Dans le milieu de la photographie contemporaine, ça c'était un travail anonyme, très secondaire, etc. Donc moi j'écris cet article-là plus pour lancer un panorama, et je m'aperçois à ce moment-là que les réactions qui reviennent sont celles de plein de gens qui disent hey, moi aussi je fais de la photo brute. Et là on s'aperçoit qu'en fait il n'y a pas du tout de définition du truc. Les gens qui font du CDP, qui font des pratiques pauvres m'écrivent en disant moi j'en fais de la photo brute. Et donc finalement il y a une espèce de si les moyens d'accès au médium sont un petit peu on va dire primitifs, eh ben on pense que c'est ça la photo. Alors effectivement c'est pas ça. Moi à l'époque où j'écrivais, je ne connaissais pas cette exposition américaine qui avait eu lieu, c'est Christian qui m'en a parlé, dans laquelle il y a beaucoup de collages quand même, hein, si je me souviens bien, ce qui pose d'autres questions. Mais effectivement, on peut dire que les deux milieux, celui de l'art brut et celui de la photographie, sont presque complètement étanches. D'un côté, il est vrai que Dubuffet avait un peu exclu la photographie de l'art brut, puisqu'il excluait les médiums qui demandaient une maîtrise technique. Donc, a priori, ça excluait, oui, je le dis vite, je sais, mais de facto la photographie. Il n'empêche que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça permet à la fois d'intégrer à la photographie des pratiques qui sont très à la marge, mais aussi de re-questionner l'art brut par rapport aux définitions qu'il s'est créées. Et là, tout d'un coup, moi je crois que c'était autant ça, en fait, ça fonctionnait autant dans les deux sens. La photographie permettait aussi de dire au milieu de l'art brut, si on reste un petit peu sur une définition très canonique, alors effectivement ça ne va pas rentrer. Mais pourtant, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui est complètement en lien. Alors, je crois que c'est là que ça se joue, et effectivement, malgré tout, c'est allé très vite, parce que l'exposition de Arles, tout d'un coup, a concrétisé cette photo brute, même s'il n'a pas appelé photo brute, hein, l'appellation de l'exposition est différente. Mais tout d'un coup, là, on peut dire que le milieu de la photographie s'est complètement intéressé au phénomène et l'a accueilli d'entrée de jeu plutôt facilement,
Peut-être aussi parce qu'il y avait un corpus qui était important. Et qu'à l'époque où on commence à en parler, le corpus, il est très très petit. Moi, là, ça me revient. Un des éléments déclencheurs, c'était qu'il y avait le phénomène Viviane Mayer aussi à ce moment-là. Et que le phénomène Viviane Mayer posait des questions. Moi, je disais à ce moment-là, ça pourrait presque faire partie de l'art brut. Et Viviane Mayer était présente, enfin, les photos étaient présentes à la dernière Outsider Art à Paris. Donc, finalement, à l'époque, je crois que personne n'aurait dit effectivement c'est de l'art brut. Et aujourd'hui, c'en est. Donc, il y a des espèces de tours de passe-passe un petit peu qui peuvent se faire parce que les frontières sont encore très mouvantes. Oui, et puis la photographie, pendant très longtemps, était un art mineur. Enfin, il a eu beaucoup de mal à l'intégrer. Donc on ne s'étonne pas à la fois que l'art brut puisse entrer dans la photographie, mais en même temps, on s'étonne qu'elle ait mis tant de temps, enfin que les deux se soient rendus, je dirais, compatibles l'un à l'autre si tardivement, comme s'il y avait quand même une volonté de... Je pense que c'est vraiment lié. Je pense que c'est vraiment lié à la question de l'anonymat. Puisque, en fait, dans les musées, au musée de l'Élysée, comme dans beaucoup de musées, on a beaucoup d'anonymes. Et qu'on ne savait pas très bien quoi faire avec ce qu'on appelait les anonymes, en gros. Dans les anonymes, on avait mis dans les anonymes des albums de famille, dont on avait pourtant le nom. C'est-à-dire que c'était toutes ces pratiques qui étaient... Clément Chéreau en a beaucoup parlé dans ses textes. C'est des pratiques qui étaient presque autour, à la marge, à la périphérie, mais qui correspondent exactement au terme outsider américain. Donc c'est cette idée de la marge. Et tout d'un coup, on s'éclime, et dans ces anonymes, on reçoit certains albums où justement il y a des répétitions, des obsessions, des projets. Et on s'est dit, mais quand même là justement, quand il y a une vie à interroger un même problème, ça devient une œuvre. Et c'est en effet assez récemment qu'on s'est dit, mais interrogeons ça comme un projet photographique. Je pense que ces expositions et ce projet redéfinissent même la notion qu'on disait d'auteur. Qu'est-ce qu'un auteur? Qu'est-ce qu'un artiste en tant qu'auteur et qu'est-ce qu'un projet photographique? Je pense que là, on est dans le cas où on a un projet photographique tellement constitué qui nous amène à considérer son auteur comme un artiste. Et ça, c'est grâce à Rahel Zeman. Mais je me souviens quand même, à la fin des années 70, quand très jeune, j'ai rencontré Christian Boltanski ou Annette Messager ou Jean Le Gac. Jean Le Gac moins, mais Christian Boltanski et Annette Messager, il disait qu'il ne se considérait pas comme des artistes. Il refusait. Alors c'est vrai que ça venait après l'exposition de 72 à Paris, très controversée, et un certain nombre de mouvements, même avant les affichistes, évidemment Daniel Buren, qui avaient critiqué la notion d'auteur et la question d'institution. Donc quand Rahel Zeman vient, on est dans une remise en cause totale de ces notions d'auteur, d'artiste, d'œuvre, de légitimation par le musée, par l'espace d'exposition, et il y avait beaucoup plus une légitimation par les galeristes et les collectionneurs à l'époque que par les institutions. Et donc du coup, ça c'était une première étape, mais qui est pour moi fondatrice. Et après la deuxième étape, c'est vraiment le fait d'interroger avec les méthodes d'histoire de l'art contemporaine qui nous venaient des sciences sociales, quelqu'un comme Arlette Farge par exemple, qui redéfinit ce qu'est l'histoire de l'art par rapport à la notion d'archives, par rapport donc les archives individuelles, les archives des faits simples. Pourquoi le fait simple, la petite histoire, nous oblige à reconsidérer la grande histoire. Cette nouvelle façon d'approcher l'histoire de l'art, pas par les grands faits, mais les petits faits. Et les petits faits, souvent, c'était les archives de la police. Quand même, chez Dubuffet, dans les albums, Dubuffet est un des premiers collectionneurs de Brassens en tant que photographie. Il a aussi acheté des photos à la préfecture de police. Donc tout d'un coup, on a été à la préfecture, par exemple, c'est là où on a découvert Bertillon.
l'importance de Bertillon dans la photographie. Donc, on est allé dans les archives, en suivant donc les historiens en sciences sociales, et puis dans les archives, on a quand même retrouvé des ensembles constitués. Et du coup, je pense que c'est ça qui a fait qu'on a considéré qu'il y avait là une œuvre. Alors, oui, mais tout le monde n'est pas peut-être encore dans cette orientation. Il faut rappeler peut-être, Magali peut-être insistera là-dessus, enfin je ne sais pas, ou elle répondra à autre chose, mais la position d'Harald Zeeman, si je me souviens bien, c'est quand même quelqu'un qui dit le musée, c'est le lieu où on élit le chef-d'œuvre. L'exposition, elle est là pour justement produire des intensités à travers justement ce que vous appelez, Marc, une dimension de création. Hein, et c'est la création qui fait le corpus, et le corpus qui définit l'artiste, et non pas on est l'élu. Et je crois que Magali, vous abordez le terme d'amateur dans votre texte, et c'est aussi sur cette notion que je voudrais revenir, parce que finalement, Harald Zeeman, dans ses mythologies individuelles, intègre l'amateur. Beaucoup de la collection de De Charme était de l'amateur. Ici, on a, même si c'est un obsessionnel, même si c'est l'insistance obsessionnelle, et on reparlera du fétichisme tout à l'heure, il y a quand même quelque chose de l'amateur. Enfin, c'est quelqu'un qui a une fonctionnalité de l'appareil photo, hein, qui cadre serré, qui cadre serré, qui cadre serré. Et parce que voilà, c'est comment on produit le corpus, sinon à travers une fonctionnalité, une pratique, on pourrait dire. Parce que la question de l'amateur, je pensais à l'amateur, non pas simplement parce que c'est pour moi un corpus d'amateurs, et que ce n'est pas péjoratif, ni un point de vue de jugement, mais parce que l'amateur apparaît dans la littérature artistique au XVIIe siècle, et qu'au XVIIIe siècle, quand même, l'amateur, c'est la figure politique, c'est celui qui va permettre la pensée et les discours, parce qu'il soutient les artistes, parce que lui-même a une pratique. L'amateur du XVIIIe est quelqu'un qui a une pratique artistique. Donc il favorise ses discours à travers une pratique, c'est-à-dire que son goût est lié à une pratique. Ce n'est pas un goût qui est donné, c'est le type qui est absolument, ou la femme, qui est absolument hors académisme, hors itinéraire dogmatique. C'est celui dont le savoir et le goût se fait par la pratique. Et cette figure est politique parce que c'est elle qui va instaurer littéralement la volonté d'instituer une école nationale de peinture. On est au XVIIIe siècle. Et le retour, finalement, je me demandais en quoi, finalement, la question de cette exposition et de l'amateurisme, mais aussi de l'art brut, ne pouvait-elle pas reconsidérer l'amateur aujourd'hui, pas au XVIIIe, il ne s'agit pas de regarder un passé idéalisé aujourd'hui, mais en quoi la question de l'art brut et de l'amateur ne pourrait pas être, je dirais, une reconsidération à penser l'art tout court, hein, cette rencontre, je dis, avec ce qui est étranger à nous-mêmes et donc qui est une révélation. Un exemple pour alimenter ça, et peut-être Magali d'y répondre, et Marc et Bruno, mais il y a ces photographies d'écran télévision qui sont ici, et on voit que, puisqu'on a une série avant qui précède, et on voit qu'il photographie des genoux croisés systématiquement, donc il aime le moment où le collant ou le bas tend à l'articulation, donc ça crée une variation de couleur du bas noir en général, hein, ils sont noirs, donc il fait apparaître une couleur plus claire, donc ce genou qui nous regarde sans arrêt. Et puis quand on arrive sur cette série-là, effectivement, on voit ses jambes croisées. Parce que si on n'avait pas eu ses genoux avant, on verrait des visages qui sont en général au centre de l'image. Et en fait, on n'aurait pas tendance à regarder. Et donc en fait, c'est le voyeur, parce que c'est le voyeur, et l'obsession de l'amateur, qui est quand même de nous apprendre à nous déplacer le regard. Donc il y a à la fois cet amateurisme qui nous renvoie à une forme d'éduquer autrement le regard. Ça ne veut pas dire qu'il faut enlever les formes académiques. Il faut dire, il y a peut-être dans l'amateurisme, c'est-à-dire un type qui passe sa vie quand même à photographier, comme un amateur du XVIIIe qui passe sa vie à avoir une pratique pour conquérir avec les artistes une autre forme de pensée ou de regard.
Donc là, voilà, ma question c'est, est-ce que finalement, d'abord, le mot d'amateur, est-ce qu'il est si décalé par rapport à la question à la route? Et deuxièmement, est-ce qu'effectivement, un voyeur, parce qu'on est tous un peu voyeurs, en tout cas, ce qui nous montre là, c'est pas une manière de regarder autrement, c'est-à-dire, comme l'amateur encore du XVIIIe siècle, hors les codes, hors les typologies et hors les modes. Puisque l'amateur, c'est vraiment la figure de l'anti-mode, absolument. C'est l'anti-consommateur. L'amateur n'est pas un consommateur. C'est ce qui pourrait être une nouvelle figure aujourd'hui grâce à l'art contemporain. En tout cas, question que je lance, le rapport entre l'amateur et l'art brut, et aussi une manière peut-être de nous apprendre à voir autrement. Je vais juste répondre, parce que je suis d'accord absolument sur l'idée de projet photographique, et c'est vraiment le projet qui crée l'œuvre. Ce projet, qu'est-ce que c'est? C'est aussi une collection d'images. Et c'est aussi ce modèle de l'artiste iconographe qu'il faut reconnaître à l'arrière-plan ici. Et c'est un modèle qui s'est institué assez récemment, notamment grâce aussi aux livres de Garance Chabert et Aurélien Moll, qui ont constitué cette pratique. On peut penser à Oriol Villanova, qui ne fait que collectionner des cartes postales. Là, le geste de l'artiste, c'est récupérer des artistes, souvent anonymes aussi. Alors, c'est pareil, on pourrait les identifier, on ne les connaît pas, ils sont derrière les studios. Et là, on reconnaît un peu aussi une pratique de la collection qui vient tout d'un coup, dans son assemblage, prendre un sens. Et effectivement, finalement, peu importe que le photographe ou le producteur de ces images de collection soit un amateur, un professionnel, pas du milieu de l'art contemporain ou de la photographie, mais un autre type de professionnel de l'image, pour que la collection puisse exister en tant qu'œuvre. L'amateur, c'est aussi une figure qu'on a... alors, comme je travaille en littérature et art contemporain, souvent on s'interroge sur les productions artistiques des écrivains. Quel est le statut des dessins de tel écrivain, Victor Hugo, etc. Jean Cocteau, est-ce que ce sont des œuvres d'amateurs? Ou bien, étant donné l'importance de leur figure, et Roland Barthes, qui fait de l'art abstrait, qui fait des œuvres expressionnistes, Thomas Klein disait d'un expressionnisme neutre, modéré, tempéré. Donc ces œuvres-là rentrent à un moment donné dans des pratiques artistiques, oui, qui viennent alimenter l'idée de l'art dans le temps de la discussion, de ce qu'on appelle la conversation scientifique ou artistique, c'est-à-dire on a besoin à un moment donné, oui, de décentrer son regard, et il y a cette possibilité offerte grâce à cette pratique. Alors moi, ce que j'avais trouvé quand même, c'est vrai que quand on découvre le corpus, on s'interroge. Qu'est-ce qu'on doit en dire? Comment est-ce qu'on doit le regarder? On s'interroge aussi sur nos propres critères esthétiques. Moi, je me suis dit, bon, d'accord, c'est que de la couleur, comment c'est cadré, quel est le projet, est-ce qu'il n'y a que des femmes? Au début, quand on m'a dit, oh là là, un fétichiste qui prend des bains en photo, je disais, bon, si c'est un type qui vient juste regarder les jupes dans le métro, je ne sais pas si ça... Mais effectivement, c'est pas sexué. Enfin, c'est pas sexuel, c'est pas une obsession voyeuriste dans ce sens-là. On cherche bien le motif. Moi, je trouve que dans amateur, c'est surtout le verbe aimer. Donc pour moi, un amateur, c'est celui qui aime, c'est celui qui est passionné. Presque le regard amoureux de Roland Barthes, justement, qui est hors des normes des académies, etc. Mais c'est celui qui serait dans une certaine authenticité, une certaine, je sais pas, vérité d'un acte. Alors, en effet, ça peut rejoindre l'art brut dans le sens, au sens du fait de la fiction culture, tout d'un coup, l'amateur aurait, je sais pas, une sorte d'authenticité ou de virginité qui à la fois le protégerait, le singulariserait. Mais ce dont je me méfie, et c'est une question que je pose, évidemment, toutes les photos qu'on a là sont des mauvaises. Voilà. Elles n'ont strictement aucune qualité. Elles sont mal foutues. Mais ce qui est intéressant, tout de même, de dire, c'est qu'elles ont bien été tirées dans le laboratoire du coin. Donc, c'est pas une chose, c'est une chose privée, c'est une chose relativement sans doute secrète et cachée, qui n'avait pas besoin d'une visibilité, de sortir hors de l'espace intime. Néanmoins, elles n'ont pas été faites
c'est ce qui les différencie par rapport à des pratiques du 19e, c'est qu'elles ont des cachets de laboratoire, elles étaient dans des pochettes, donc on sait très bien que c'est un laboratoire lambda de quartier qui les a tirés, donc avec un risque assez important de divulgation. Voilà. Donc ça, il faut quand même le remettre dans le contexte d'une photographie industrielle, simple, ordinaire, et que comme ça. Le point de vue auquel moi je tiens, c'est que la photographie est quand même un des seuls arts qui naît hors de tout académisme, hors de toute école, hors de tout enseignement, hors de tout jury, hors de tout diplôme, hors de toute exposition constituée comme les salons. Et donc, de ce fait-là, tous les photographes, à la base, sont amateurs. Jacques-Henri Lartigue ou Henri Cartier-Bresson est pas plus amateur que Viviane Mayer. Donc voilà, je veux dire, si Jacques-Henri Lartigue a toujours dit qu'on voulait qu'on le considère comme un peintre et pas comme un photographe. Il a fallu, en effet, le moment à New York pour qu'on considère que sa photographie est meilleure. Henri Cartier-Bresson, c'est quand même quelqu'un qui a quand même étudié chez André Lhote et qui après a voulu être acteur de cinéma à Hollywood. Il est devenu photographe au départ quasiment par hasard et certainement pas reporter. Donc au départ, tout le monde est amateur. Et c'est ça l'intérêt de la photographie, c'est que il n'y a aucun préalable. Et tout le monde s'en est emparé. Alors évidemment, la grande question après, c'est, bon, faire de la photographie au 19e, oui, c'est relativement onéreux. On n'empêche qu'on connaît énormément de femmes photographes, énormément d'enfants photographes, donc c'était relativement disponible, c'était complexe mais tout à fait accessible. Quand Kodak invente l'instamatique en disant poussez le bouton, nous ferons le reste, là où c'est plus compliqué, c'est que du coup Kodak va définir des choses. Il va définir des lumières, il va définir des cadrages, il va définir un processus chimique, mais on sait bien que la technique induit un langage. Et ce qui est très difficile, c'est après comment subvertir ce qu'imposaient en fait les marques. Et notamment, par exemple, on pourrait penser, puisque vous avez parlé des bas noirs et de l'apparition de la couleur par la tension du bas, Kodak blanchit les peaux. Voilà. Et ça, c'est un truc très important. Par rapport à l'expression de certaines minorités, la photographie Kodak est faite pour blanchir la peau. Tout le monde est blanc. C'est-à-dire que les blancs ne sont pas roses ou beiges ou bruns, et les noirs ne sont pas noirs. Et ça, il y a quelques chercheurs américains qui ont commencé à travailler là-dessus. Ça, c'est intéressant, le fait que ça normalise. Et du coup, l'individu est normalisé. Mais il y a une exposition auquel on n'a pas fait référence. Ils se disent peintres, ils se disent artistes, ils se disent photographes à l'art par Michel Merizani. Moi, je pense que cette exposition, on pourrait aussi la considérer comme une exposition d'art brut. Je veux dire, c'est une exposition où aucun ne se disait photographe et tous utilisaient la photographie. Parce que, par exemple, l'album d'Annette Messager sur des braguettes qu'elle voit dans la rue, est-ce qu'il est vraiment différent de ça? Non, mais alors, parce que c'est la question que je posais aussi à Bruno, c'est-à-dire pourquoi la photographie, qui est un art d'amateur, évidemment, dès le départ, dès l'invention de la photographie, d'ailleurs, les femmes se saisissent très tôt de l'appareil photographique pour ce qu'on appelle un loisir de bourgeois, hein, des gens qui ont de l'argent au début quand on a les grosses appareils photo. Mais effectivement, on se demande comment un art mineur, qui a été considéré très longtemps comme un art mineur, qui a été une pratique d'amateur très tôt, a mis tant de temps finalement à rentrer même dans l'art brut. C'est ça qui m'interroge toujours, parce que c'est par les affaires privées quand même qu'on a fait rentrer cette manière d'ouvrir la porte, parce que Marc, vous dites on a tiré les photos dans le truc du coin et c'est pas fait pour être vu. Ces trucs-là sont pas faits pour être vus. Et ça arrive dans les galeries au moment où les collections perso d'amateurs sont une valeur sur le marché de l'art, sont une manière où la question de l'espace public et l'espace privé deviennent extrêmement poreux par les réseaux sociaux, que la technique normalise, toutes les techniques normalisent. C'est pas Kodak qui a été un grand normalisateur. Non, toutes les technologies normalisent. Oui, mais bon, donc la question pour moi pour moi, il y a quand même dans Scandinave des choses un peu plus complexes que ça. D'abord, je suis un peu, quand tu dis il n'y a que des mauvaises photos,
ne suis pas très d'accord avec ça. Non, mais je doute du côté un peu provoquant, mais je dirais que là, les questions que ça pose, quand je les regarde, je vois certaines photos qui, isolées de cet ensemble, passeraient pour des très bonnes photos. Dans les champs de réception de la critique. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'a posé question tout de suite quand je l'ai lu. Je me suis dit, est-ce que les photos floues, qui, au regard de leur auteur, n'étaient peut-être pas les meilleures photos, ne seraient pas, au regard de la réception critique aujourd'hui, les meilleures sur lui? Parce que, justement, plus vaporeuses, plus esthétiques, et voilà. Ça, c'est un type de question qui mérite d'être posée. Mais moi, surtout, quand on parle d'amateur, il y a une dimension qu'on exclut un peu, qui me paraît importante. C'est celle de la pratique. C'est que derrière tout ça, il y a une pratique. Tu disais, c'est un labo qui reçoit les photos et donc il y a un risque de divulgation. Je pense que c'est le contraire. Je pense qu'à l'époque des photos de Zorro, par exemple, ou d'autres ensembles, ce sont des gens qui tirent eux-mêmes les photos parce qu'il y a un risque de divulgation si on va au laboratoire du coin qui identifie, qui les rend en disant « Monsieur Livreuil, je vous rends vos photos », et là, bon, il y a une gêne. Mais là, en 96, on est dans les laboratoires FNAC qui se sont énormément répandus et où justement le personnel change très souvent, où on ne vous montre plus jamais les photos quand vous allez les chercher. Moi, je me souviens très bien de ça. On y va à la chaîne. Et donc, justement, au contraire, il y a une protection de l'anonymat dans ces laboratoires, je crois. Ça, c'est très important et très intéressant, cette partie-là. Donc, je pense que par rapport à d'autres auteurs d'art brut, il est protégé, entre guillemets. Il peut se permettre de faire ça, enfin, d'autres photographes bruts, je veux dire, par rapport à des photographes bruts qui, justement, ne pouvaient pas livrer cette production parce qu'ils avaient trop peur qu'on les identifie, qu'on les reconnaisse et qu'ils soient jugés au moment où ils iraient les chercher. Là, tout d'un coup, ça devient possible. Et certainement, on s'apercevra qu'on en retrouvera qui appartiennent à ces années-là et qu'il y aura une espèce de gap sur la production entre ce moment où les laboratoires sont devenus anonymes et celui d'avant. Ça, je crois que... Alors après, dans la première partie de ta réponse, tu disais que toutes ces photos, finalement, il abordait le réel de la même façon. Là aussi, dans la pratique, je me dis, il n'est pas possible qu'il aborde de la même façon le fait d'aller dans la rue, de se confronter vraiment au modèle, d'avoir son téléobjectif, de faire ça furtivement. Ça ne peut pas ressembler à ce qu'il fait. J'ai pas dit de la même façon, j'ai dit qu'il y avait qui ne s'attachait pas qu'à des gens dans la rue. Oui. Et qu'il y avait aussi des photos de télévision, il y avait des photos de magazines, et il y avait des hommes qui sont plutôt d'ailleurs dans les séries de télévision comme Robin des Bois, etc. Donc ça n'était pas que féminin, il y a du féminin et du masculin, et ça n'était pas que capté comme un intrus ou comme un voyeur des jambes de femmes, jambes croisées, comme l'a très bien défini Corinne, dans le réel, mais qui pouvaient aussi passer par d'autres canaux de diffusion qui n'étaient pas le réel, mais plus distanciés ou plus abstraits, enfin on le définira comme on veut, et ça je pense que c'était important à le dire. Oui, bien sûr. Et c'est justement pour moi ce qui fait le côté obsessionnel et encyclopédique, c'est de ne pas être juste dans la rue. Et après, mais les cadrages changent. En effet, quand ils se photographient, les cadrages sont plutôt horizontaux que verticaux, alors que dans la rue, ils sont plutôt verticaux. Dans les photos de télévision, les cadrages sont un peu plus penchés. Évidemment, à chaque fois, ça induit une position qui est différente. Absolument. Moi quand je regarde un ensemble d'art brut, enfin de photos brutes particulièrement, mais d'art brut aussi, si on peut en témoigner, j'essaie toujours de me dire, est-ce qu'on ne pourrait pas voir l'artiste au travail? Est-ce que tu n'as pas une vidéo, un dessin, quelque chose qui nous montre comment est-ce qu'il travaille? Parce que les positions du corps, les gestes, etc., tout ça, c'est forcément très important. Alors pour moi, il y a des choses qui sont liées à ça. La pratique est peut-être au moins à égalité avec la production elle-même. Elle est tout aussi intéressante que la production.
Et dans la pratique, par rapport au fétichisme, je me dis qu'il y a forcément un point aussi très intéressant par rapport au processus du laboratoire. J'amène mes images. Donc, autrement dit, contrairement au dessin, à la peinture, à n'importe quel art brut, je fais mon œuvre, mais elle est différée. Je ne la vois pas. Donc, si on est dans les labos FNAC des années 90, j'ai 4 jours pour la fantasmer. J'ai 4 jours pour me demander à quoi ça va être. Et puis, je vais chercher les images dans le labo, et là, tout m'est donné d'un coup. C'est pas une photo, c'est pas « waouh, c'est 30 », c'est tout le truc. Et je le reçois d'une façon, pour moi, je pense que c'est même pas trop exagéré de dire que c'est un peu orgasmique, ce truc-là. Voilà. Alors ça, il faudrait lui demander, mais il n'est pas là pour le dire. Moi, je ne pense pas qu'il fantasme du tout sur les photos. Je pense qu'il est déjà très heureux, même plus, d'avoir capturé ces images-là. Je pense que c'est la découverte de l'image qui est beaucoup plus jouissive que l'idée d'un fantasme. Que nous, on fantasme, c'est une chose, et je crois non, mais il y a forcément un retour du réel. Le réel, il revient à la figure. Ça s'appelle pas un retour du réel, ça s'appelle un retour du fantasme. Ça, c'est une question aussi que j'interrogeais, c'est on ne sait pas ce qu'il faisait des images après. L'entomologiste, il pouvait se faire des sessions tout seul à les regarder, avoir ses préférés, en mettre certaines à côté. Ça fait vraiment partie, tout le protocole en fait, de production comme de réception pour lui-même, ce qu'il aurait fait, est-ce qu'il les aurait mis dans ces cadres-là, tout ça on ne sait pas. Donc il y a quand même une... Non, en revanche, je peux te dire comment elles sont arrivées, c'est-à-dire sous la forme de 2 valises qui contenaient toutes les fameuses boîtes en carton plastifié qui étaient données par les labos, et elles n'avaient en fait pas bougé, il y avait encore la petite pochette avec les négatifs découpés. Et ça veut dire qu'en fait, qu'il ne les ordonnait pas d'une certaine manière, ça veut dire qu'il ne les collectionnait pas sous la forme d'albums, ou alors ces albums ne nous sont pas parvenus, c'est possible. Ne sélectionnez pas. A priori, non. A priori, non, parce que les boîtes, quand on compare avec les négatifs, les boîtes sont... Les regardait-il seulement? Non, c'est rien. Mais non, mais c'est dingue, il aurait pu... Oui, quand même. Oui, parce qu'on a des indications dans la mesure où ces fameuses boîtes de laboratoire étaient également accompagnées d'une petite planche contact avec des micro-vues. Et sur certaines, il y a des annotations de sa main sur celles que visiblement il préférait, ou que je ne sais pas dans quel but il le faisait, mais il les distinguait d'une certaine manière. Pas systématiquement, il l'a fait quelquefois. Mais pour répondre à la question, pourquoi la photo brute et la photo et l'art brut ne se sont pas rencontrés avant? Je crois quand même que dans l'histoire de l'art brut en France, il y a une très grande part de psychologisation aussi de la production artistique, puisqu'il y avait cette association de l'art des fous avec l'art brut. Et on refusait notamment la médiation trop technologique parce que ça obligeait à avoir une forme de recul par rapport au réel. On supposait que la photographie était une manière de se distancier, de ne pas avoir l'expression de la psyché, quoi, tout simplement. L'expression brute, c'était d'abord le dessin ou bien presque l'écriture automatique. Et il y avait quand même André Breton à l'arrière-plan de cette compagnie de l'art brut. Donc il y a eu une très forte psychologisation. Et quand on arrive avec, dans les années 70, avec cette pratique par les artistes conceptuels, aussi de l'archive photographique comme document de processus, finalement, il y a la question de cette archive psychologique, de la vie, ça se disjoint beaucoup plus d'une production expressionniste qu'on retrouvait encore d'ailleurs dans l'art informel, donc, ou bien les grands tableaux de Georges Mathieu, qui étaient très spectaculaires. Donc tout ça finalement se disjoint aussi à la faveur de l'art conceptuel et de ces artistes qui utilisent la photographie, alors comme a dit Dominique Baquet, de façon plasticienne, c'est-à-dire pas dans une intention esthétique, mais dans une intention de projet. Et ici, oui, il n'y a pas d'intention esthétique peut-être au sens photographique, dans les codes photographiques, mais Sophie Calle, quand elle prend en filature quelqu'un à Venise, elle prend des photos, et puis les photos ne sont pas très bonnes, elle prend les meilleures peut-être, mais en tout cas, il y a aussi une esthétique amateur qui vient dans l'art conceptuel, tout d'un coup rencontrer des pratiques comme celle-là, et qui fait que cet amateurisme-là
est finalement supérieur à des pratiques conceptuelles qui étaient des documents vraiment faits un petit peu pour montrer, voilà, documenter une performance avec les moyens du bord. Mais Breton a un rapport compliqué avec la photographie. Archivistique. Oui, voilà. Breton a un rapport très compliqué avec la photographie, avec les œuvres des photographes. Il a quand même à peu près retitré tout Brassailles, ce qui manque d'une certaine façon le peu de considération qu'il avait de Brassailles. Quand, dans le Minotaure, le plus souvent, il ne critique pas ni Brassailles ni Man Ray, alors que c'était quand même des gens relativement importants à l'époque, il a retitré tout Brassailles, au point que Brassailles a continué à les titres de Breton, mais qui ne sont pas les siens, donc il manipulait beaucoup. Boiffard est crédité pour la moitié des images que Breton a utilisées. Et puis il y a toujours cette légende qui veut qu'il a exposé, critiqué, donc écrit des articles critiques sur Molinier en tant que peintre. Et la légende voudrait que le jour où Molinier lui a envoyé comme carte de vœux une photographie, il a exclu, comme si savoir que la peinture de Molinier était née de photographie et de montage photographique, tout d'un coup était déceptif par rapport à tout ce qu'il avait dit, et que du coup c'était une trahison. Chez Breton, quand même, c'est toujours les artistes qui trahissent, mais jamais lui qui se trompe. Donc ce qui en dit quand même longtemps. Mais je pense que par rapport à la photographie, je suis désolé d'insister, je pense que l'aspect pulsionnel, elle est dans toute photographie. Appuyer sur un bouton, c'est pulsionnel. Donc du coup, on ne peut pas le faire rentrer dans la... Si on le fait rentrer dans la... Si on fait rentrer dans l'arbre de la photographie au titre de la pulsion, on fait rentrer toute la photographie. Et là, il n'y a pas de tri possible. Ce qui embête beaucoup Breton, puisque Breton est quelqu'un qui trie. Et il ne peut pas. Du coup, il dit, je vais prendre des gravures anonymes, je vais prendre des images de presse, mais il aborde très difficilement l'œuvre des photographes. C'est justement lui qui a construit cette distinction historique qui excluait une pratique artistique sur une base en fait formelle qui était assez finalement rétrograde de son temps. L'art, c'était la peinture et le dessin, quoi. Et Breton, il n'a rien à dire de la photographie qui n'existe pas. C'est l'inconscient qui le gère. La photographie, ça ne peut pas être de l'inconscient pour lui. À partir du moment où il y a une technique, je pense que c'est ça qui fait la limite. Mais en fait, peut-être que c'est le mot de collection qui permet de faire des segmentations plus grandes autour des corpus, finalement. Non, mais pas que Breton, de manière générale, puisque toute la photo pourrait rentrer dans la route à partir du moment où... justement c'est du voyeurisme et que la déviance appartiendrait à l'art brut, on pourrait dire. Donc peut-être que Ce qui est justement entré dans l'art brut, c'est ce dont parlait Bruno, c'est les photographies des artistes dans leur lieu de pratique. Donc tous les albums de Dubuffet, c'est des reproductions d'œuvres, et puis il a quand même demandé à beaucoup de personnes de photographier les arts bruts dans leur lieu de production d'art. Donc je pense que c'est aussi, il voulait documenter. Je pense que la photographie documentaire sur l'art brut a pris le pas sur une pensée d'une photographie brute. Voilà. Parce qu'on voulait savoir, parce que pour beaucoup, et ça appartient aussi à la photographie, la photographie c'est la révélation d'un secret. Et je pense que ce qui intéressait d'abord les personnes, c'est en quoi la photographie va révéler le secret de la création brute. Et je pense que ça a un peu mis un rideau sur de la photographie brute. Et ça c'est intéressant si je peux réagir à ce point, parce que justement je trouve qu'on ne parle pas assez du fait qu'il y a un point de bascule selon moi, c'est qu'à un moment donné, ici, on peut avoir la quasi-certitude qu'il était en dialogue avec lui-même. C'est pas tout à fait la même chose si quelqu'un s'engage dans ce projet-là en sachant que, in fine, ça va faire l'objet d'une publication, d'une exposition, de vente, etc., d'un dialogue avec ses pairs, avec le monde de l'art, etc. C'est pas du tout la même chose. Et là, il y a ce point de bascule qui me paraît décisif, où les choses changent de nature. Donc je ne pense pas que tu puisses les mettre exactement sur le même plan. Oui, c'est pour ça, moi je pense qu'on peut parler de pratique privée, un petit peu. Voilà, c'est pratique à l'usage privé, c'est quelque chose comme ça, parce qu'effectivement, ça n'a pas vocation à se montrer, et plein d'œuvres d'art brut sont des pratiques
individuel, mais pas à usage privé. Il y a quand même une adresse où ce n'est pas soi-même. Là, je crois que c'est différent, c'est quelque chose qui tourne en circuit fermé. On pourrait peut-être l'interroger justement, puisqu'il se photographie lui-même avec un tissu sur son sexe, et on peut poser effectivement la question du fétichisme. Je crois que Bruno n'avait pas l'air d'accord avec Marc, quand Marc a dit c'est pas du fétichisme du tout, c'est ce que j'ai répondu à Marc quand il m'a demandé d'écrire. Non, je ne sais pas non. si je... En quoi d'ailleurs ça serait du fétichisme? Je ne sais pas si c'est la question qui me tient plus à cœur. Ça, je remets la pratique au premier plan. Et dans ce qu'on a pas dit, peut-être, c'est qu'il a un côté expérimental quand même. Comme un artiste, comme un vrai artiste, il fait un truc, et puis il l'amène ailleurs, et puis encore ailleurs. Et ça, c'est vachement intéressant. Ça, pour moi, ça dit quand même qu'il y a vraiment une démarche artistique. Je ne vais pas me contenter d'en faire plus, donc je ne suis pas juste dans une obsession comme pouvait l'être Tiki, mais je le tente, et puis probablement là, je ne sais pas, par exemple, moi j'étais très sensible aux images sur lesquelles il y a des mots, parce que je trouve que c'est bon. Il n'y en a peut-être pas beaucoup, hein, je ne sais pas, que 2 ou 3, mais ça résonne très fortement par rapport à ce qu'il fait. Mais je me dis, bon, s'il n'a pas refait, c'est peut-être que là, il n'a pas identifié un truc qui lui parlait. Donc là, peut-être qu'on interprète à sa place et qu'on n'a pas rencontré. Mais on voit quand même qu'à chaque fois, il déplace la pratique. Quand il va photographier les magazines, ce qui aujourd'hui n'est pas très original, hein, dans les réappropriationnistes de la photographie, ça a été beaucoup fait ça. Mais quand même, il va essayer ce truc-là, et puis il va essayer avec la télévision. Il a ce côté quand même expérimentateur de différentes formules. C'est sûr on sent, et vous avez parfaitement raison, qu'il invente son langage. Ouais. On sent qu'il est à la recherche d'un langage qui pourrait être propre, ce qui est la démarche de tout artiste. Ouais. Et ça, on le sent très très bien à travers le choix qui nous est montré, qui est quand même un choix relativement large par rapport à un corpus encore plus conséquent. C'est qu'en effet, il est à la recherche de son langage propre vis-à-vis de son sujet. Et on le voit en effet tâtonner, se positionner, essayer d'autres choses, vérifier, et c'est assez étonnant, oui. Mais je ne pense pas que dans les critiques amateurs, il n'y a pas forcément aussi cette recherche-là. Mais oui, c'est ce qui, moi, m'a fait dire qu'en effet, c'était une œuvre construite, que c'était un projet construit, parce qu'on voit qu'il s'élabore. Voilà. Je trouve qu'on sent le fait que les choses sont élaborées. Et le fait qu'il photographie systématiquement des genoux, parce que c'est quand même le centre de son obsession, c'est le genou, c'est pas que le gainage. Ah, pour les hommes, il y a quand même des fesses. Il y a des fesses qui sont pas mal. Il n'y a que les fesses pour les garçons. Oui. Et pour lui-même. Et sous toutes les coutures. Les femmes, c'est genoux croisés, gainés. Les garçons, c'est en jambes, il y a très peu de pieds, de femmes en pied. Il y a quasiment que du genou, de manière majoritaire, même dans le catalogue, il y a plus de photographies, c'est majoritairement du genou croisé gainé. Thierry Lafronde, que nous avons ici, une belle série de Thierry Lafronde, il est photographié sous toutes les coutures et en pied, le visage, de côté, il tourne, c'est du mouvement. Et quand on voit ses photographies à lui, il est de profil ou les genoux. Donc en fait, il tourne autour de lui-même. Avec les hommes, il tourne autour de lui-même. Les femmes, jamais. Enfin, il tourne autour du bas, de la gaine. Justement, il tourne autour de quoi? Parce que quand on met quand même du genou à ce point-là avec les femmes et qu'on met un tissu à son entrecuisse, pas que toujours d'ailleurs, mais quasiment dans ce qui est montré, on a beaucoup de tissus et très peu, on voit son sexe, mais très 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 peu. On a quand même là, pour moi, une figure fétichiste, c'est-à-dire que le genou cache le sexe. Formule qui m'a été donnée par une amie ici. Et c'est vrai que ça fait penser au surréalisme et à la philosophie surréaliste, comme Alquier le dit, c'est-à-dire que tout objet, la vraie réalité ne nous est pas donnée, il faut une inquiétante attention pour le découvrir. Et moi, j'ai l'impression qu'il cherche à découvrir, à travers le gainage et ses genoux, quelque chose du corps qui est enfermé, et pas quelque chose du corps qu'il a ou qu'on lui a attribué. C'est là que je dirais qu'il y a une mythologie individuelle, c'est là qu'il y a du fétichisme, mais ce n'est pas là qu'il y a de l'art brut.
À moins de dire que la déviance rentre dans des formes d'art brut. Là, je suis pas super d'accord parce que. Ouais, mais bon, c'est aussi pour animer le débat, bien sûr. Parce que le fétichisme, on l'attend depuis 15 heures et il est 16h40. Non, 16h20 et je dois dire que l'heure. Donc tu voulais boire le fétichiste à 16h20. C'est pas ça, c'est que j'ai une course à faire à 17h et nous avons le couvre-feu à 18h. Non, mais en fait, quand je regardais, je me disais, bon, ok, c'est un fétichiste, tu vois, là, il y a des gens partout, donc c'est un fétichiste. Et en fait, j'étais là, non, ça, c'est un stéréotype de fétichisme. Je crois qu'il est aussi dans un stéréotype quand il prend ses photos. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment eu l'idée qu'à un moment donné, il cherchait des images modèles, comme celle de Boltanski. Il veut son genou bien croisé, mais ensuite, c'est pas assez bien dans la réalité. Ok, on va regarder la télé, parce que la télé, c'est là qu'on fait les plus belles images stéréotypées. Les magazines. Il va pas dans des endroits anodins chercher ces images comme ça. Il les prend sous des angles qui font qu'effectivement, ce sont toujours des jambes croisées, telles qu'on les imagine. Oui, mais alors après, c'est des belles jambes de télé. Il n'y a pas des jambes grosses, il n'y a pas des jambes noires, il n'y a pas des jambes... En tout cas, c'est toujours le même modèle. C'est pour ça que j'appelais ça collant et répétition, parce qu'il y a quand même tout le temps le même motif qui revient. Mais je pense que tu mets le doigt sur, à mon avis, quelque chose qui me paraît essentiel. Parce la que télé là m'a mis aussi, sur la je veux dire, je pense que Thierry Lafronde, bon, les autoportraits bien évidemment, mais Thierry Lafronde, à mon avis, il devrait avoir droit à des attentions particulières ou un traitement particulier, parce que c'est ce qui à la fois échappe à la norme que tu décris et qui en même temps permet d'émettre quelques hypothèses. C'est-à-dire que c'est effectivement c'est l'élément perturbateur. Est-ce que c'est pas une indication qui ne nous destinait pas, puisque rien de tout ça ne nous était destiné, mais est-ce que c'est pas pour lui le fait, parce qu'on voit bien que ces images-là, il les a faites avec des cassettes qu'il mettait en pause. Avance, pause. Et je peux vous dire que la représentativité de cette série-là, elle est très inférieure parce que au nombre d'images de Thierry Lafronde que comporte le fond. Ils sont énormes. Donc c'est une obsession majeure pour lui. Et à un moment donné, je me suis dit, est-ce que c'est pas parce que tout ce qui en découle s'origine là, peut-être étant jeune, l'âge où il a découvert, etc., où peut-être la sexualité n'était pas encore tout à fait déterminée, et il a voulu retrouver cet émoi en se procurant les cassettes, exactement à la même période où il faisait cette pratique-là, effectivement, où il se conformait à des modes de représentation, on va dire, plus conventionnels. Dans le catalogue, nous reproduisons des arrêts sur image du film de Truffaut, le fameux travelling sur les jambes, dans L'homme qui aimait les femmes. On est dans cet imaginaire-là, dans cette iconothèque-là. Et Thierry Lafronde, on est complètement ailleurs. Mais moi, j'ai beaucoup pensé à la nouvelle vague, les films de Romer, de Truffaut, voire même certains Godard. Alors, est-ce que c'est aussi dans le rapport à la narration, dans le rapport au réel, et je me dis, mais tout d'un coup, je me suis dit, mais est-ce que la nouvelle vague est fétichiste? Est-ce qu'on pourrait dire que Romer est fétichiste? Ah, ça, il y a des chances. Voilà. Et parce que tout ça, c'est aussi... Alors, c'est vrai que c'est compliqué pour nous, mais je suis assez d'accord pour dire qu'il y a une intention culturelle. Il y a une intention culturelle sur le féminin, sur la beauté, sur l'érotisme, bien sûr. Et est-ce qu'il y a aussi, mais comme on ne le connaît pas, on ne pourra jamais répondre, mais est-ce qu'il connaît Romer et Truffaut? Est-ce qu'il y a quand même des récurrences, le jeu clair, enfin, voilà, la collectionneuse, l'homme qui aimait les femmes. Thierry Lafronde aussi, c'est un stéréotype du gars en collant. Enfin, c'est quand même dans les années 90. C'est un héros. C'est quand même un héros. Oui, c'est un héros, mais qui dans les années 90 c'est déjà kitsch. Enfin, est quand même considéré comme. Quel âge avait-il? On peut le savoir, ça? Quelques Non, d'accord. Non, parce que la série c'est 63-66. Ça a été rediffusé. Mais donc s'il l'a vu très jeune... J'ai fait le même calcul que toi et je me suis dit peut-être qu'il était effectivement gamin à un moment donné où effectivement peut-être la sexualité n'était pas tout à fait définie. Non mais je veux dire... Il y a Rolf Flynn, il y a Robert Desbois, il y a Thierry Lafronde, enfin il n'y a pas que Thierry Lafronde, c'est un ensemble d'une certaine époque
des années 60 aux années 70, où il y avait plusieurs, on avait un corpus de films entre le KPDP, etc., dans lequel il y avait beaucoup d'amour. C'est sûr, mais moi je reviens. Pardon. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce que dit Christian sur Thierry Garçon, c'est que j'ai opéré un peu comme toi. Cette partie-là était assez problématique, on rentre dans le reste et c'est assez simple, mais si on regarde vraiment les photos, on a cette espèce d'ambiguïté du collant. À la fois, il moule énormément, donc il révèle plutôt les choses, mais en même temps, le collant masculin, il gomme les choses, il est complètement asexué en fait, on ne voit pas. Et je me suis dit, ça c'est ce qu'il fait aussi un peu, quand il cache son sexe, mais il l'enlève un petit peu. Et donc il y a un côté très asexué. Effectivement, moi aussi ça m'a fait ça. Et si au lieu d'être une sorte de paravent ou d'entrée, c'était le contraire. Ça jouait dans l'autre sens, quoi. Oui, enfin, ça cachait, et finalement, c'était plutôt quelque chose qui était en retrait plutôt que d'être... Eh bien, vous donnez quand même la définition que Freud donne du fétichisme. Donc là... Oui, j'avais convoqué Émilie Noteris qui parlait de fétichisme postmoderne, parce qu'on associe aussi des biens de grande consommation, des images qui circulent beaucoup, et notamment des images cinématographiques, comme voilà, la jambe croisée de la vampe. Quoi. Et c'est plus difficile peut-être de donner un caractère brut au fétichisme quand on est nous-mêmes tous fétichistes de produits de consommation aussi, enfin, qu'on est intégré dans des fétichismes quasiment culturels qu'elle met en avant. Et en fait, on se reconnaît aussi dans le stéréotype des filles qui mettent des collants pour avoir des jambes comme ça, quoi. Donc il y a aussi... Lui ne s'épile pas. Eh non. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse. Certains fétichismes. Il se cale sur certains et il en exclut d'autres. C'est ça, moi, qui m'a intéressé. C'est sûr. C'est qu'il nous ressemble. Il nous ressemble. Il nous ressemble, oui. Et bien sûr, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'il nous ressemble. C'est que, j'allais dire, évidemment, peut-être obsession en moi ou taxinomie en moi, tous on a envie de prendre cette photo, une des photos. Alors, c'est peut-être le mot de la fin. Comme ça, on sera tous à l'égal, à moins que vous ayez une dernière intervention pour choisir fétichiste ou pas fétichiste. Comme vous, quoi. J'ai envie de dire tous voyeurs et de temps en temps fétichistes. Non, mais la question se pose. Marc a raison en disant d'une certaine manière il nous ressemble. La grande différence, et c'est celle aussi qu'on peut faire avec un autre artiste, quel qu'il soit, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est habité par des obsessions que nous les mettons en œuvre et en forme et que nous leur donnons effectivement cette visibilité, que ce soit pour nous-mêmes ou pour les autres. Et donc, effectivement, on est dans cette zone-là, et c'est assez intéressant, parce que ça prouve qu'à la fois, chaque fois qu'on se pose la question de l'art brut, il est très très compliqué de trancher, de tracer une ligne claire. Et dans un sens, ça m'a longtemps embêté, et en fait, ça finit par m'arranger, parce que ça prouve que cette question ne peut pas se résoudre par un raisonnement bipolaire. Donc il faut être capable de faire preuve d'un peu plus de nuances. Et de la même manière, cette pratique-là, par rapport à d'autres pratiques photographiques, la question du fétichisme, oui, moi j'ai tendance à dire que oui. Est-ce que c'est de l'art brut? J'en suis pas absolument certain, mais je pense qu'il y a quand même une parenté ou un cousinage évident, compte tenu de la manière dont les uns les autres, vous l'avez perçu, traité, et ça me paraît évident que ce cousinage méritait justement d'être mis en lumière, et qu'à un moment donné, le fléau tombe d'un côté ou de l'autre, et c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'on ait la jouissance et la délectation devant ces œuvres.